Bonjour à toutes et tous, c'est Gwen. Pour cette première vidéo, je voulais vous parler de Blanche-Neige, le remake sorti il y a maintenant plus d'un mois, car le film a été très mal accueilli. Déjà, même avant que le film sorte, il a été beaucoup critiqué, que ce soit pour le choix de Rachel Zegler en Blanche-Neige, le casting des nains ou la refonte de l'histoire. Mais même une fois sorti, le film a été un énorme flop. D'un point de vue box-office déjà, le film a rapporté 181 millions de dollars à l'international, alors qu'il a coûté 240 millions de dollars. Mais le film est également un flop d'un point de vue critique, il se fait défoncer de partout. Après, sur les sites de critiques comme Letterboxd, Rotten Tomatoes, c'est assez compliqué à savoir parce que y a le review bombing, etc. Mais le film est pas très bien accueilli et je comprends pas vraiment pourquoi. Personnellement, j'ai trouvé que le film était pas mauvais. On est très loin d'un chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est le meilleur remake Disney. Bon, après, je les ai pas tous vus et c'est comme comparer le goût de deux terres différentes. Une aura sûrement meilleur goût, mais ça reste dégueulasse. Commençons la critique avec les points positifs, avec en premier point l'histoire. Alors, pas l'histoire en elle-même, on y reviendra plus tard, mais là, c'est un vrai remake, une vraie nouvelle façon de nous raconter le conte, une vraie nouvelle histoire. Et ceux qui vont venir me parler que ça ne respecte pas l'œuvre originale, etc., arrêtez de regarder des Disney, car aucun Disney ne respecte l'œuvre de base. Il y en a même certains où il n'y a aucun rapport avec l'histoire. Je veux dire, par exemple, La Reine des Neiges, le seul lien avec l'histoire originale, c'est la neige. Le reste n'a aucun rapport. Donc le respect de l'œuvre originale, on s'en fout. L'important, c'est que le film soit bon. Autre point positif du film, le rythme. Le film dure 1h50 et ça passe très bien. Il n'y a pas de moment de mou. Le film sait prendre son temps. Il pourrait en prendre un peu plus par moment. Mais sinon, ça s'enchaîne plutôt bien entre développement, action et chansons. Et en parlant des chansons, La queen des transitions ou quoi là? elles sont sympas. Alors, elles sont assez classiques, elles font clairement pas partie des meilleures chansons Disney, mais elles accompagnent bien le film. Waiting on a Witch et Princess Problem sont celles qui m'ont le plus marqué. I close my eyes and see the girl I'm meant to be. Is she a part of me I've had to hide? So that's it. You give in. Nah, you begin to get wise, cause you can't fix the world making apple pies. Hey Ho et Whistle Where You Walk sont bien reprises et modernisées. It's home from work we go. Day's over again! We're done that day! Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. What is to be a mess? To be a mess. Set this address. This It's now clean as a whistle, just the whistling sounds of happiness. Holysphère aurait pu être cool, je trouve l'instrumental de la chanson super bien, mais l'interprétation de Gal Gadot gâche un peu la chanson. Tell me who is there? Who is there beyond the fair? It's gonna be me that you declare. Après, il faut dire, l'une des raisons pour laquelle j'aime tant les musiques, c'est pour Rachel Zegler. Je suis une fan absolue de celle-ci. Et au-delà des chansons, Rachel Zegler en général est pour moi la meilleure prestation du film. La queen des transitions. Pour qu'on soit clair, c'est sûrement sa pire performance. Mais c'est la meilleure du film. Elle arrive à retranscrire ses émotions, la naïveté et le courage de Blanche-Neige. Et surtout, Blanche-Neige est un vrai personnage. Car dans l'original, son seul trait de caractère était littéralement être une femme, enfin être une femme vue par un homme en 1937. Là, c'est un vrai personnage, elle a des ambitions, elle est débrouillarde, mais elle garde quand même la naïveté et l'innocence qui font un peu le cœur du personnage original. Dans la continuité des personnages mieux développés, le prince, la queen des transitions. Car si Blanche-Neige n'avait pas beaucoup de personnalité dans l'original, le prince était un figurant. Dans ce film au moins, c'est un vrai personnage. Alors c'est un peu le cliché du bandit au grand cœur, en gros Flynn Rider bis. Au moins, c'est un vrai personnage. Mais malheureusement, les autres personnages ne sont pas aussi bien traités. La queen des transitions. Du coup, on va maintenant passer dans les points négatifs. Que ce soit la reine, les nains ou même les nouveaux personnages qui nous sont introduits, c'est pas fameux. Alors déjà la reine, je pense que la performance de Gal Gadot gâche énormément de son personnage. C'est presque un miracle d'avoir autant de répliques à côté. Au-delà de la performance de Gal Gadot, son personnage n'est pas hyper intéressant. Je veux dire, le moment où elle devient une vieille sorcière, dans le film original, ça a une hyper grande importance et tout ça. Là, on a juste l'impression que ça sort de nulle part. Et après, elle redevient jolie parce que c'est Gal Gadot et qu'il faut bien profiter du fait qu'elle soit belle. Ce qui fait que le personnage est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins fun à suivre. Et pour ce qui est des nains, c'est la même chose. À part Simplet qui a un petit arc narratif et Prof et Grincheux qui apparaissent un peu, bien que leur rôle soit nettement diminué par rapport au film original,
les autres nains sont presque figurants. Et pour ce qui est de la nouvelle bande de bandits, alors, à part le prince qui est bien développé, comme dit plus tôt, on a un personnage qui a vraiment un tout petit arc sur peut-être 3-4 scènes. Les 5 autres sont juste figurants. Je me souviens même plus s'ils parlent à un moment de film, c'est vraiment... Ils sont là pour décorer. Je pense que de base, s'ils se sont moins concentrés sur les nains dans le film, c'était pour laisser plus de place à la relation entre Blanche-Neige et le prince. Ce qui est une plutôt bonne idée. Mais du coup, le fait d'avoir ajouté les 7 autres personnages, ça fait vraiment trop de persos inutiles et inintéressants, et ça surcharge vraiment l'histoire. En parlant de l'histoire, la queen des transitions, elle est assez simple. Alors on peut excuser ça par le fait que c'est un conte, mais il y a quand même beaucoup de facilité. Par exemple, à un moment, l'un des gardes se met au travers du chemin de Blanche-Neige, elle lui dit « c'est nul d'être méchant, vaut mieux être gentil », et le garde devient gentil. Alors évidemment, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Et ça, c'est également un autre défaut du film, la queen des transitions. Tout est binaire, il y a les gentils, il y a les méchants. Il n'y a aucun personnage gris, soit ils sont dans un camp, soit dans l'autre. Et même si certains personnages sont un peu entre deux au début, à la fin ils finissent quand même dans un camp. Encore une fois, ça peut s'excuser par le fait que c'est un conte, mais personnellement, ça m'a dérangé. Mais ce qui m'a le plus dérangé, la queen des transitions, c'est le message. Alors pas le message en tant que tel, car celui-ci est très louable, mais le message est répété 472 fois dans le film. Déjà dans les actes, toutes les 2 minutes, on a personnage 1 essaye de faire quelque chose, personnage 2 essaye à son tour, mais il n'y arrive pas. Mais quand ils unissent leurs forces, ils y arrivent. Et déjà que c'est assez chiant, mais surtout ils le soulignent à voix haute, car c'était un peu trop subtil apparemment, donc il faut bien qu'on marque la chose. Et en parlant de marque, parlons de Mark Webb, la queen des transitions. Car pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, c'est Mark Webb, réalisateur de 500 jours ensemble et des Amazing Spider-Man, qui réalise ce film. Et bon, je n'ai pas vu 500 jours ensemble, mais pour ce qui est des Amazing, au-delà d'un point de vue personnel, parce que, étant une énorme fan de Spider-Man, j'adore absolument tous les films Spider-Man, même les choses les plus discutables. Bref, on peut reprocher énormément de choses aux Amazing, mais la mise en scène et la photographie ne font clairement pas partie de leurs défauts. Donc même si le trailer de Blanche-Neige ne vendait pas du rêve de ce point de vue-ci, j'avais un minimum d'espoir. Mais j'avais oublié que c'était un remake Disney, donc on va rendre tout gris, car c'est plus réaliste. Alors, on n'est pas au niveau des autres films, fort heureusement. On voit quand même qu'ils ont essayé de poser un air plus féerique au film. Et que ça soit gris, ok, bon, même si encore une fois, ça va pas avec le côté féerique. Mais on peut faire un film sombre, stylisé. Je veux dire, les Amazing sont encore une fois le parfait exemple de ça. Mais là, à aucun moment, on travaille la lumière. C'est juste les lumières qui sont là pour éclairer. Et au-delà de la photo, il n'y a aucune idée de mise en scène. Ça aurait pu être n'importe quel autre réalisateur, ça aurait été pareil. La mise en scène du film, c'est juste filmer les scènes. Même si à vrai dire, il y a une scène où la mise en scène existe, et du coup c'est la scène la mieux réalisée du film, mais en même temps pour moi c'est également la pire. Je sais pas si vous vous rappelez, dans l'original, quand Blanche-Neige s'enfuit dans les bois, elle s'imagine des créatures affreuses avec les arbres, les ombres, etc. Et cette scène est reprise dans le film, et c'est clairement la mieux réalisée, comme dit plus tôt. Vraiment la scène installe un certain atmosphère, il y a un jeu avec les lumières, etc. Bref, c'est super, mais en même temps pour moi c'est la pire, car... Là où dans l'original on comprenait que c'était dans sa tête, que ce n'était pas réel, là j'avais pas du tout compris ça. Parce que j'avais oublié la scène de l'original, mais il a fallu voir la vidéo de Link the Sun dessus pour m'en rappeler. Mais quand j'ai vu le film, je pensais que c'était réel, que c'était vraiment une forêt maléfique qui l'attaquait. Et ça m'a plutôt perturbé pendant le film parce que à aucun moment le film est aussi fantastique entre guillemets. C'est vraiment une scène à part. Et j'ai vraiment du mal à comprendre que bah c'était dans sa tête. Et du coup c'est pour ça que pour moi la scène c'est à la fois la mieux et la moins bien réalisée du film. Parce que il y a un effort, mais en même temps elle n'arrive pas à nous retranscrire l'émotion principale de la scène. Et donc pour moi là-dessus c'est un énorme raté. Avant de finir, je voulais parler d'une dernière chose. Oui, j'apporte ça sans transition. Et ce n'est pas un défaut du film en soi, mais c'est quelque chose qui m'a dérangé. Le putain de baiser. Car le film va être plus moderne, mais il laisse se baiser. Alors c'est semi-excusé par le fait que Blanche-Neige et le prince ont failli s'embrasser plus tôt, mais même si elle consentait plus tôt, ça ne veut pas dire qu'elle consente maintenant. Ça reste un mec qui embrasse une morte. Et surtout, ça aurait pu être évité. Je dis pas forcément de faire comme dans le conte original, que son cercueil tombe et que ça fasse ressortir le morceau de pomme de sa gorge, car oui, le baiser non consenti est quelque chose rajouté par Disney, mais il aurait pu l'embrasser sur le front ou sur la joue. La scène aurait été tout aussi poétique et sans agression sexuelle. Ça aurait été plutôt pas mal. Bref, je trouve ça vraiment dommage. Mais au final, Blanche-Neige n'est pas un mauvais film. Alors, c'est pas un bon film non plus.
Mais pour moi, il mérite clairement pas toute cette haine, car contrairement aux autres remakes Disney, lui il a essayé quelque chose de nouveau, il a essayé de raconter une vraie nouvelle histoire. Ce n'est pas juste une copie digne de ton prof de SVT, c'est un vrai film. Après, l'avantage de ce flop, c'est que ça fait réfléchir Disney sur le fait de faire des remakes. Donc si Lilo et Stitch flop à son tour, ça sera peut-être la fin des remakes. Ou alors, le film sera un véritable succès, donc ils vont continuer leur remake, identique à l'original, sans aucune identité, sans aucune saveur.